Nous y voici! Ça n'a pas été de tout repos, avouons-le! Mais le Canadien est arrivé à sa mi-saison et malgré les hauts et les bas, il faut reconnaître que jusqu'ici, c'en est une dont les résultats sont très bons. Mais au sein de l'équipe, parmi les joueurs, qui sont les premiers et les derniers de classe? What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Si je vous avais dit en début de saison qu'à mi-chemin, le Canadien serait en lutte pour la première place de la division Atlantique, que si la tendance se maintient, Nick Suzuki obtiendra 90 points, Lane Hutson 82, Cole Caulfield 40 buts, Ivan Demidov 70 points, Juraj Slafkovský 65, que tout ça, malgré le fait qu'il y a des blessures à long terme à Alex Newhook, Kirby Dach, Kaiden Guhle et Patrik Laine, et que par-dessus tout, Samuel Montembeault a eu l'air de Goldberg dans le premier Mighty Ducks avant qu'il apprenne que la rondelle a fait pas mal pour pratiquement l'entièreté de la première moitié de saison. Je pense que vous auriez acheté. Je pense. Sinon, vous êtes sévère en temps. Ça n'a pas été un chemin facile, ça n'a pas été en douceur. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais où on en est présentement au kilomètre 41, bon, 42, ça a donné de même, je n'ai pas pu faire la vidéo, bang, au kilomètre 41, ben, le Canadien, dans l'ensemble, c'est une très, très bonne note pour sa première moitié de calendrier. Malheureusement, l'équipe continue d'avoir droit à aucun petit moment de répit, parce que oui, on se bat pour la première place de l'Atlantique, mais les Panthers, les Sabres, oui, les Sabres, les Bruins sont pas loin derrière. Il faut maintenir le rythme. Aucune des équipes présentement bien classées dans la division Atlantique n'est à l'abri d'une mauvaise séquence qui les amènerait carrément à l'extérieur des séries. Ceci dit, avec des retours prochains de Kaiden Guhle et, on l'espère, Kirby Dach, potentiellement, enfin, des gardiens qui font le travail sur le long terme et sur une base régulière. Ça fait pas mal un mois maintenant que ça arrive, fait qu'il faut que ça continue ainsi. Je trouve que les chances sont du côté de la troupe de Martin Saint-Louis. De poursuivre et de rester où on est présentement au classement et réussir à se classer à la fin de l'année parmi les 3 meilleures équipes de la division Atlantique. Maintenant, sur le plan individuel, il est temps d'y aller avec le classement des joueurs sous forme d'un bon vieux tier list. Alors, on va classer ça MVP, parce que oui, pour ceux qui sont habitués des tier lists, d'habitude c'était S-tier. Je mets un joueur dans S-tier et pour que vous compreniez, que vous arrêtez de chialer qu'il pourrait en avoir plus qu'un, non! MVP, A, B, C et D. A, ce sont les joueurs qui ont d'excellentes saisons, contre qui on n'a rien à dire. B, de bonnes saisons, il y aurait quelques petits bémols, mais dans l'ensemble, c'est bon. C, c'est correct. Rien à dire de positif, rien à dire de négatif, c'est correct. On aimerait que ce soit mieux, mais on ne peut pas se plaindre vraiment largement dans l'ensemble de la performance du joueur. Et D, ben ça, c'est des joueurs qui échouent leur première moitié de saison et qui auraient dû faire mieux. Plus on va être à gauche sur la ligne, donc plus on est proche de la catégorie en haut, plus on est à droite, ben, plus on est borderline en bas, ou carrément si on est le dernier à droite dans D, le pire joueur jusqu'ici de la saison du Canadien de Montréal. Je précise également que les notes sont par rapport aux joueurs eux-mêmes. Donc tu peux être dans A et pas nécessairement être meilleur qu'un joueur dans B. Dans le fond, si Nick Suzuki avait exactement la saison de Lever Kapanen, on aurait dit pour Nick Suzuki que c'est quoi? Un C. Alors que pour Lever Kapanen, la saison qu'il connaît, ben c'est excellent. Donc tout est par rapport aux attentes des joueurs eux-mêmes. Il n'y a pas moins de 31 gars qui ont enfilé un chandail cette année. Donc si on veut pas que cet épisode dure 4 ans, let's go! On part ça! Abonne-toi et on y va! Voilà donc tous les joueurs du Canadien qui ont disputé au moins un match cette année. N'importe qui a joué une rencontre, on va le classer. Pour certains, avoir joué peu de matchs, c'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Si c'est des joueurs dont on ne s'attendait pas à ce qu'ils jouent beaucoup, ils peuvent quand même avoir une note respectable pour le travail qu'ils ont fait. À l'inverse, si tu étais un joueur qui devait être important et qui a seulement 5 matchs jusqu'ici, ben, tu ne peux pas le mettre dans A, même si ça a été 5 excellents matchs. Une des premières qualités d'un athlète professionnel, c'est d'être en santé, c'est d'être disponible. Donc, malheureusement, pour les joueurs qui devaient être réguliers, avoir joué peu de matchs, ça peut avoir un impact. On commence avec Josh Anderson. Quand même on pace pour quoi? 18 buts. Il y en a 9 jusqu'ici. Il a quand même raté 2 rencontres, donc il est à 9 en 40.
difficile de donner quoi que ce soit en bas de B pour Josh Anderson, même si je ne suis pas 100% satisfait de sa saison jusqu'ici. Je trouve que parfois, il pourrait être plus intense, pour amener plus de méchanceté, plus de papier sablé, mais les résultats sont là. C'est maintenant un joueur de quatrième trio qui peut dépanner sur un troisième trio, même être un joueur de troisième trio, Josh Anderson. En raison de la production, du nombre de buts, je vais le mettre dans B. Mais honnêtement, il n'est pas si proche que ça. Il n'est pas si loin que ça d'être dans la catégorie C. Samuel Blais, ben voyez-vous, c'est un premier joueur dont le fait d'avoir joué seulement 7 matchs n'a pas d'impact d'impact négatif parce que 7 matchs, c'est à peu près ça à quoi je me serais attendu de la part de Samuel Blais en début d'année, particulièrement après qu'il a été soumis au ballottage, réclamé par Toronto, ramené à Laval. Honnêtement, ça va être un A pour Samuel Blais parce que depuis qu'il est inséré dans la formation, il est en train de sincèrement pas donner des mots de tête là, aux dirigeants du Canadien, mais il est un joueur avec ce qu'il fait présentement qui va être difficile à sortir de l'alignement lorsque, si en fait, il y a des retours de blessés. Tu sais, est-ce que réellement on va lui préférer Joe Veleno encore une fois? Si jamais tu as besoin de papier sablé, ça peut être un gars que tu glisses dans la formation. Il en fait suffisamment, à tout le moins, pour mériter d'être un gars qui reste en haut, même s'il dispute moins de matchs au retour des blessés. Donc pour moi, Samuel Blais, avec ce qu'il fait, c'est un gars vraiment qui surpasse les attentes et qui, déjà, avec 7 matchs d'une saison réussie, on parle quand même d'un gars qui a passé l'entièreté de la dernière année dans la Ligue américaine. Et là, ben, il est dans la Ligue nationale auprès d'une équipe qui est dans le top 3 de sa division. Owen Beck, ça va être un C pour Owen Beck. Je vais être honnête, je m'attendais cette saison à ce que Owen Beck fasse sa place à temps plein dans la Ligue nationale de hockey. Je pensais qu'il était rendu là. Je pensais qu'il était en avance sur Oliver Kapanen. Et finalement, ben, considérez ça comme une première chose pour laquelle votre boy était complètement dans le champ. Oliver Kapanen a vraiment, à ce stade-ci, battu Owen Beck. Je crois qu'avec le contrat à long terme de Jake Evans, le retour de Philippe Danault, Oliver Kapanen, qui peut-être va finalement être une option sur un deuxième trio pour le Canadien, bien sûr, Nick Suzuki. Owen Beck n'est pas indispensable au Canadien, va peut-être être un joueur qui peut éventuellement être utilisé pour comme monnaie d'échange. Ceci étant dit, quand il est là, je trouve qu'il fait bien. Il remplace bien comme centre de quatrième, borderline, troisième trio. Je pense que ça va être ça son rôle dans la Ligue nationale de hockey. Je crois qu'au sein d'une équipe moins bonne, je pense que s'il était où il est présentement avec le Canadien d'il y a 2 ans, il serait un quatrième centre tout à fait efficace. Malheureusement, l'équipe n'est plus là. Donc, je pense que c'est un gars là, qui, au sein d'une moins bonne équipe, serait un joueur de Ligue nationale de hockey. Ce qu'il a à faire, il le fait correct, sans plus. Donc, ce sera un C pour Owen Beck. Zach Bolduc, je ne sais pas si c'est clément envers Zach Bolduc, mais pour moi, c'est un B et c'est devant Josh Anderson parce que littéralement, le seul reproche personnellement que je peux faire à Zach Bolduc, puis laissez-moi savoir si vous êtes d'accord ou pas en commentaire, c'est la constance. C'est la constance. Je veux dire, Zach Bolduc se dirige quand même vers une saison potentielle d'une 20aine de buts, d'une 30aine de points. Avec un peu plus de constance, je pense qu'il aurait pu dû frôler les 40, donc d'être déjà au moins à 20, 21, 22, 23 points à ce stade-ci de l'année. C'est pas le cas. Mais comment mettre un gars qui, à sa deuxième saison complète dans la LNH, pourrait aller chercher une 20aine de buts en bas de B? Avec plus de constance, c'était un A pour Zach Bolduc. Il y en a peut-être qui sont un petit peu déçus jusqu'ici. Je crois peut-être que vous voyez trop gros pour Zach Bolduc à ce stade de sa carrière. Je pense vraiment qu'un bon ailier de troisième trio capable d'amener de l'apport offensif secondaire, de jouer sur le deuxième avantage numérique, c'est ça pour Zach Bolduc présentement. Ça ne veut pas dire un jour qu'il ne va pas être un gars de top 6. On l'a essayé avec Nick Suzuki, Cole Caulfield, ça n'a pas 100% fonctionné. Je pense pas que c'est aussi pire que plusieurs le prétendent, mais pour moi, c'est strictement juste la constance pour Zach Bolduc qui est à aller chercher. Alexandre Texier, écoutez, comment ne pas donner un A à Alexandre Texier depuis qu'il est à Montréal? Il rend de fiers services. La comparaison est facile, elle est plate, mais il y a une raison pourquoi elle est facile. C'est le nouveau Paul Biron du Canadien de Montréal. C'est un gars extrêmement rapide, c'est un gars qui a des skills sans pour autant vraiment être un gars réel de top 6, mais pour le moment, avec les blessés, il fait un bon trio depuis qu'on l'a. Un bon travail. Il complète un bon trio depuis qu'on l'a amené avec Nick Suzuki et Cole Caulfield. Il est bon à 5 contre 5. Il peut embarquer à 3 contre 3 si on a besoin de lui, si ça s'étire et qu'on a besoin de reposer là, les top dogs. Honnêtement, c'est une superbe acquisition, Alexandre Texier. Il met ça dans la pipe de ceux qui étaient sarcastiques lorsque certains disaient « bonne acquisition du Canadien ». Certains étaient sarcastiques parce qu'ils disaient « bon,
Un gars qui n'a même pas été réclamé au balotage, une bonne acquisition. Ben, finalement, c'est une bonne acquisition. Alexandre Texier qui rend de fiers services. Cole Caulfield va rester ici pour l'instant. Pourquoi? Tous les candidats au titre de joueur le plus utile, on va attendre la toute fin avant de les classer. Pour moi, Cole Caulfield est un premier candidat au titre de joueur le plus utile. Kirby Dach, c'est plate pour Dach, mais encore une fois, cette année, blessé. Encore une fois, une blessure qui s'étire. Il est à 15 matchs, donc il a joué un petit peu moins que le quart de la saison jusqu'ici. Il était à 7 points en 15. Le trio sur lequel il jouait avec Bolduc et Gallagher faisait de belles choses. Je pense qu'avec l'émergence de Kapanen, avec l'arrivée de Philippe Danault, Jake Evans lorsqu'il sera en santé, je pense qu'on peut maintenant dire que l'expérience au centre Kirby Dach va être terminée, qu'on va l'essayer à l'aile sur un trio offensif avec le deuxième trio qui fait très bien à son retour. Peut-être pas match 1 parce qu'il faut lui donner le temps de se remettre dans le bain, d'enlever la rouille. Mais je pense qu'une audition aux côtés de Nick Suzuki et Cole Caulfield, ça va être dans les plans pour Kirby Dach. Il avait fait très bien il y a 2 ou 3 ans? 3 ans maintenant dans cette position-là. Mais malheureusement, Dach n'est pas en santé. Ça n'a pas été particulièrement fou quand il a été là. C'est plate, mais c'est un échec. C'est un échec pour Kirby Dach. Je l'ai dit, dans son cas, la blessure, il faut la prendre en considération. Être présent, c'est une qualité pour un joueur de hockey important. Philippe Danault, depuis son retour à Montréal, ça va être un... Est-ce que c'est sévère si je lui donne un très, très honnête C, presque B? Très honnête C parce que jusqu'ici, ici, il fait exactement ce qu'on voulait. Il gagne des mises en jeu. Je veux dire, depuis qu'il est à Montréal, il est littéralement presque à 60%. Il est à 59,8, je pense, si je ne me trompe pas. Il gagne des mises au jeu importantes. Ah, c'est peut-être trop sévère. Peut-être trop sévère. On va le mettre dernier dans la catégorie B. C'est que j'aimerais quand même un léger rapport offensif de plus de la part de Danault. Faut quand même lui donner le temps de revenir. Il faut qu'il s'installe, tout ça. Je comprends ça. Je pense que Danault va être extrêmement important aux Canadiens. J'aime ce qu'il fait sans plus. Donc, il va être probablement le dernier de la catégorie B. J'aimerais quand même un petit peu plus de sa part, mais Philippe Danault va être extrêmement important pour le Canadien plus la saison va avancer. Ceci dit, c'est pas le rendement de qui va être important pour le reste de la saison, c'est les services rendus jusqu'ici. Je dirais que si on remonte à quoi, il y a 2-3 semaines déjà maintenant de son acquisition, puis qu'on m'avait dit c'est exactement ça que Philippe Danault va t'offrir dans les premiers matchs à son retour, j'aurais dit OK, correct, j'achète, sans plus. Quand même gagné 2 importantes mises en jeu qui ont donné la victoire aux Canadiens et permis de créer l'égalité, donc aller chercher des gros points, qu'on n'a quand même pas le choix de se donner un peu de respect du côté de Danault. Jared Davidson, écoutez, ça va être un C. Je ne m'attendais pas à ce qu'il joue des matchs cette année. Il est venu en jouer quand il a été là. Il est bien correct. Il est venu remplir un chandail sur un 4e trio. J'ai pas de problème avec ce qu'il a offert. Ceci étant dit, j'ai rien particulièrement de positif à dire sur lui. Il est allé chercher 1 point en 10 rencontres. Un honnête travail dans le bas de l'alignement, sans plus. On s'éternisera pas sur son cas. Ivan Demidov ne sera pas un joueur qu'on considère MVP, quand même pas jusqu'ici, parce que ça me semble évident qu'il y a des gars devant lui pour MVP, mais c'est un A+, pour Ivan Demidov. Je crois honnêtement que sa deuxième moitié de saison va être encore meilleure. Maintenant qu'il est bien installé sur la première vague d'avantages numériques, qu'il risque plus d'être tassé de là, qu'il y a une chimie claire avec Juraj Slafkovský à 5 contre 5. Je pense qu'Ivan Demidov va peut-être... Parce qu'à travers la Ligue nationale de hockey, là, si vous ne suivez pas, la trame narrative, c'est vraiment que Matthew Schaefer, c'est son trophée Calder cette année. Je pense qu'Ivan Demidov, pour réellement se réinsérer, être le seul qui peut challenger Matthew Schaefer d'ici la fin de l'année, il faut qu'il frôle le point par match. Et je pense honnêtement qu'il peut peut-être le faire. Après 42 matchs, il se dirige vers une saison de 70 points. Je crois réellement qu'avec le temps d'avantage numérique, le petit repos qui va lui faire du bien pendant la pause olympique, ce que j'ai dit avec la chimie avec Juraj Slafkovský, ce n'est pas du tout exagéré de penser qu'Ivan Demidov peut aller toucher 75 à 80 points cette année. Et c'est un A++ pour sa première moitié de saison. Et je pense qu'il va faire encore mieux en deuxième moitié. Noah Dobson... Je pense que ça va peut-être être trop clément pour plusieurs, mais pour moi, c'est un A, Noah Dobson. C'est à mi-chemin entre le B+, et le A-. Oui,
les 10, 15 premiers matchs, il y en a qui auraient voulu plus, je trouve qu'il est trop payé, tout ce que vous voulez. Mais moi, Noah Dobson donne exactement ce à quoi je m'attendais en cette première saison, c'est-à-dire un léger temps d'adaptation. Et après ça, un deuxième défenseur d'une 50aine de points avec Lane Hudson, un gars qui gobe des minutes. Ton meilleur défenseur à droite. Est-ce qu'il est le meilleur défenseur du Canadien de Montréal? Non, pour moi, c'est Lane Hudson. Est-ce qu'il est le deuxième? Ben, honnêtement, c'est peut-être Mike Madison et je comprends que par rapport aux attentes d'un défenseur de 9,5, tu devrais te dire c'est ton meilleur défenseur sans l'ombre d'un doute. Je pense que tu n'avais pas le choix de lui donner ce contrat-là pour faire son acquisition. Je pense que Noah Dobson, particulièrement depuis un mois, joue comme un vrai défenseur numéro 1 de la Ligue nationale de hockey. Non, il n'est pas particulièrement physique pour sa charpente. C'est pas grave, dans le sens où ça, je veux dire, tu prends pas un chat, tu peintures des lignes dessus puis ça en fait un tigre. Fallait savoir c'est quoi Noah Dobson et je crois que plus la saison va avancer, plus il va continuer d'être excellent. Il l'est déjà en ce qui me concerne. Il est vraiment à mi-chemin entre le B+, et le A-. Je vais être clément envers lui parce que personnellement, il remplit mes attentes. Ce sera un A- pour Noah Dobson. Jacob Debesch, les hauts de Jacob Debesch sont extrêmement hauts. Les bas, malheureusement, sont très bas. Quand tu regardes ce qu'il fait depuis le début de la saison, il a sauvé les faufounes du Canadien à plusieurs reprises, particulièrement dans quoi? Ses 6-7 premiers matchs. Depuis ce temps-là, c'est plus difficile pour Jacob Debesch et c'est vraiment juste une question de constance. Faut quand même reconnaître sa fiche de 13, 5 et 3. Personnellement, je trouve ça injuste d'évaluer les gardiens en fonction de leur fiche. Je ne partirai pas là-dessus sur mon take complet sur pourquoi je trouve ça niaiseux, les gens qui regardent les fiches des gardiens puis strictement ça pour juger. En fait, les récentes performances, c'est un parfait exemple. Jacob Debesch gagne un match de quoi? 7-5 face aux Hurricanes de la Caroline. Puis le lendemain, Jacob Fowler en perd un de 2-0 face aux Blues. Lequel des deux gardiens a mieux paru dans son match respectif? Jacob Fowler face aux Blues. Donc, je pense que Jacob Debesch, par contre, a grandement mérité beaucoup de ces victoires-là en début d'année. Et strictement pour ça, j'aurais pas le choix de lui donner un très, très bon B. Un très, très bon B parce que depuis la fin de la séquence en feu, c'est trop en montagne russe. Ça reste que pour ton gardien numéro 2, règle générale, Jacob Debesch qui l'offre, c'est excellent depuis le début de la saison. Adam Engstrom, j'aime beaucoup ce qu'il fait en très peu de matchs. Je pense qu'Adam Engstrom, un peu comme Owen Beck, mais encore plus qu'Owen Beck, sur une moins bonne formation, il serait déjà dans la Ligue nationale de hockey. J'ai hâte de voir avec le retour de Caden Goulet qu'est-ce que ça va donner. Je pense qu'on va l'envoyer dans la Ligue américaine à court terme. Je ne serais pas surpris après ça qu'il revienne. Pour moi, il est déjà meilleur que Jayden Struble. Ce sera un B. Ce sera un très, très honnête B pour Adam Engstrom pour le travail qu'il fait depuis qu'il est en haut. Jake Evans, je suis pas de ceux qui détestent la saison de Jake Evans jusqu'ici. Je trouve que plusieurs sont sévères. Il fallait pas s'attendre à la même production offensive de Jake Evans que l'an dernier. C'est une année de carrière pour lui en termes de production offensive. C'est un 4e centre. Ceci étant dit, on n'a pas le choix d'admettre que c'est son différentiel, même si moi, je ne suis pas de ceux qui capotent avec le différentiel, qui trouvent que c'est la statistique la plus éloquente. Il est le pire de l'équipe. Le désavantage numérique, il avait besoin d'aide et on est allé la chercher en Philippe Danault. Là, en ce moment, il est blessé, mais ce sera un C+, pour moi. Un Caius C+, pour Jake Evans pour sa saison jusqu'ici. Florian Jacquet est venu, il a joué 5 matchs, il a fait ce qu'on s'attendait de lui, sans plus. Tout comme Owen Beck et Jared Davidson, ce sera un C pour Florian Jacquet. Je pense pas qu'on va le revoir beaucoup cette saison, particulièrement avec toutes les acquisitions. Il va y avoir des retours de blessures. Je pense qu'il a laissé une carte de visite intéressante sans plus lors de son passage. Jacob Fowler, comment pas lui donner un A pour ce qu'il fait jusqu'ici? Encore une fois, là, pour ceux qui disent « Debesch B, Fowler A », les attentes sont par rapport au joueur lui-même. Moi, je ne m'attendais pas à avoir un seul match de Jacob Fowler cette année. Je pense que si Monty n'avait pas eu l'air d'une passoire pour la première moitié de saison, on n'aurait pas vu Jacob Fowler. Dans les 13 derniers matchs, il a 7 départs. En théorie, ton gardien numéro 3 et ton gardien numéro 1 depuis plus qu'un quart de saison. Depuis environ un quart de saison, en fait. Depuis 14 matchs, il a 7 départs.
Il est excellent. Même dans les moins bonnes performances qu'il a obtenues, tu vois pourquoi ce gars-là, pour moi, il va être plutôt que tard le gardien numéro 1 du Canadien de Montréal. La technique, le calme, l'aura devant le filet, tu le vois déjà. Évidemment, c'est une recrue. Il y a beaucoup de choses à travailler, mais par rapport à lui-même, je lui donne un A. Il fait exactement ça à quoi je m'attendais de sa part, même un petit peu plus quand on a annoncé son rappel du côté du Canadien de Montréal. Brendan Gallagher. C'est pas de gaieté de cœur. C'est vraiment pas de gaieté de cœur. L'effort, il est toujours autant. Il va encore se mettre le nez devant le filet. Je suis convaincu qu'il est toujours aussi important dans la chambre. Mais malheureusement, tu es dans la Ligue nationale de hockey, pas un cours d'éducation physique secondaire 5 où tu donnes une note pour l'effort. Tu dois donner une note pour les résultats du côté de Brendan Gallagher. 3 buts en 42 matchs. Oui, il y a 14 points, mais c'est difficile. C'est difficile pour Gally et c'est vraiment pas le fun, mais à ce stade-ci de sa carrière, ça va être un D pour Brendan Gallagher, devant Kirby Dach quand même. Il essaye toujours aussi fort, il s'est rendu très loin, mais malheureusement, à ce stade-ci, ça n'a plus vraiment d'importance. Alexandre Carrier, une saison en 2 temps jusqu'ici pour Alexandre Carrier. Très difficile première moitié de saison. Et depuis qu'on l'a placé avec Lane Hutson, ça s'est vraiment amélioré. Puisque c'est une saison en 2 temps, je vais lui donner un B entre Dobesch et Zach Bolduc. Je pense vraiment qu'Alexandre Carrier, s'il continue comme il le fait depuis maintenant 10, 15 matchs, il va s'insérer dans la catégorie des A. On retrouve le Alexandre Carrier qu'on aimait tant l'an dernier. Je pense que la blessure à Caden Goulet, le fait que ses duos en défense, c'était pas facile pendant une bonne partie de la saison. Il essayait peut-être de trop en faire, je ne sais trop. Mais là, vraiment, pour moi, ça s'est replacé du côté d'Alexandre Carrier, suffisamment pour dire que c'est une bonne première moitié de saison, sans plus pour lui. Caden Goulet, c'est plate, mais il a joué 5 matchs. Et dans le cas de Caden Goulet, je veux dire, c'est pas de je suis conscient que c'est pas de sa faute. Mais le gars n'est pas capable de rester en santé et 5 matchs pour Caden Goulet. Tu peux pas mettre ça dans le B, tu peux pas mettre ça dans le C. C'est un D pour Caden Goulet. Il va faire son retour au jeu prochainement avec une très très bonne deuxième moitié de saison. Il risque de grimper. Pour le moment, il n'est pas là. C'est plate, mais il n'est pas là. Et c'est pas un Samuel Blais, c'est pas un Jacob Fowler. C'est un gars sur qui tu es supposé compter, Caden Goulet. Et pour le moment, il n'est pas là. Arbert Xhekaj. Difficile à classer, Arbert Xhekaj, parce que je ne suis pas des plus grands détracteurs d'Arbert Xhekaj, je ne suis pas des plus grands fans d'Arbert Xhekaj non plus. Ceci étant dit, je l'ai trouvé meilleur que Jayden Struble jusqu'ici cette saison. Donc déjà, il va être classé plus haut que Struble. Je ne peux pas aller jusqu'à le mettre dans le B, par contre. Ça va être un honorable C pour Arbert Xhekaj. Je suis prêt à lui donner qu'il n'est pas celui qui paraît le mieux dans le système défensif homme à homme. Il serait grandement servi à être devant le filet, à jouer du Sherwood, à être intimidant, à faire payer le prix à quiconque veut aller s'installer là. Malheureusement, il se retrouve plus souvent qu'à son tour à devoir courir après des joueurs pour garder son homme. C'est pas un gars pour qui ce système-là est fait. Mais je trouve que c'est une honnête saison jusqu'ici pour Arbert Xhekaj. Ceux qui voyaient un potentiel plus qu'un 6e défenseur, j'ose espérer qu'à ce stade de sa carrière, vous vous rendez compte que c'est un défenseur de 3e paire. Et il le fait bien. Je pense qu'avec Caden Goulet qui reviendrait rapidement comme 6e défenseur, tu gères ses minutes convenablement. Puis au pire, si c'est Alexandre Carrier, son partenaire, tu lui donnes des fois des présences avec Lane Hutson pour contrôler le temps de jeu de Xhekaj sans trop diminuer celui de Carrier et peut-être en donner plus à Lane Hutson. C'est un honnête C+, pour Arbert. J'ai-tu vraiment besoin de vous dire et de m'éterniser que Lane Hutson va être un candidat au titre de joueur le plus utile? On y reviendra dans un instant. Oliver Kapanen. C'est un A pour Oliver Kapanen. Écoutez, c'est un très, très solide A pour Oliver Kapanen. Il me l'a mis dans la face. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je vais peut-être devoir m'acheter un chandail d'Oliver Kapanen parce que quand il était 3 buts en 3 matchs, j'avais dit, coudonc, s'il en marque 20, j'y crois pas, mais si ça se poursuit puis il en marque 20, je m'achèterai un chandail de Kapanen. Il est en route pour un chandail une saison de 20 buts, Oliver Kapanen. Il est en route pour une saison de 20 buts. Au moment où on se parle, il est le 7e marqueur de l'équipe. Il est on pace pour 40 points, 25 buts. Comme recrue dans la Ligue nationale de hockey, c'est franchement intéressant. Il peut peut-être être
un deuxième centre du type que Philippe Danault a été dans ses meilleures années. Tu sais, un gars qui va peut-être aller toucher la 50aine de points en le mettant avec 2 bons alliés offensifs. Tu sais, jusqu'ici, il n'est pas encore un bon centre dans les 2 sens de la glace, là. Mais tu vois que c'est vers ça que ça s'en va. Patty Laine, même chose, là, malheureusement. Là, je veux dire, il a joué 5 matchs. Les 5 matchs qu'il a joué, on ne l'a pas vu. Je ne sais même pas s'il va être de l'alignement à son retour au jeu. Pour vrai. Ça a été le fun, Patty, mais merci pour service rendu. Jaden Struble, je ne suis pas un détracteur de Jaden Struble. L'an passé, je le trouvais meilleur qu'Arbert Xhekaj. Cette année, je trouve Arbert Xhekaj meilleur que Jaden Struble. Et même que souvent, je suis inquiet quand Struble est sur la glace cette année. Il n'est pas physique. Il amène pas vraiment grand-chose d'intéressant. Il fait des revirements dangereux. Et le pire, c'est que tu vois que tu sais, sur la glace, je trouve que son sens du jeu est meilleur que Xhekaj. Je veux dire, statistiquement, il y a des meilleurs stats que Xhekaj. Mais comme défenseur de troisième paire, il ne faut pas que tu regardes la production, il faut que tu regardes à quel point il ne te met pas dans le trouble, puis j'aime mieux Xhekaj en ce moment que Jaden Struble. Mike Madison, honnêtement, il est borderline MVP. Il l'est quand même pas. Et Mike Madison, regardez, ça va être avec Demidov, avec Kapanen. Mettez-les dans l'ordre que vous voulez. Il mérite amplement son contrat. Je suis content pour lui. Il est passé à travers la reconstruction. On a dit longtemps qu'il ne serait plus là quand ce serait le temps de récolter les fruits. On a prolongé son contrat et clairement, c'est un membre extrêmement important de cette brigade défensive pour les années à venir. Il a accepté de changer son rôle. Il le fait bien. Il rend Noah Dobson et Lane Hudson meilleurs avec le rôle qu'il a accepté. Samuel Montembeault, écoutez, je pense que quiconque écoute la chaîne avec régularité sait que je suis dans le coin de Samuel Montembeault. Ceci étant dit, pas de lunettes roses, pas de complaisance ici. Samuel Montembeault, on pourrait quasiment le mettre devant Patty Laine, là, mais c'est supposé être ton gardien numéro 1 et en ce moment, après une mi-saison, c'est même pas des statistiques de gardien numéro 2 intéressantes pour Monty. Un taux d'efficacité de 865, une moyenne de buts alloués de presque 3,5. Seulement 15 départs. Tranquillement, pas vite, c'est en train de s'améliorer pour Monty. Je pense sincèrement qu'à la fin de l'année, il va s'être replacé et qu'il va débuter les séries si le Canadien les font. Et après ça, peut-être que Fowler viendra jouer des matchs, on verra. Peut-être que Dobesch viendra jouer des matchs, on verra. Mais pour la première moitié de saison, c'est rien de moins que catastrophique pour Samuel Montembeault. Alex Newhook, c'est plate parce que contrairement à Kirby Dach, contrairement à Patrick Laine, à Caden Goulet, Alex Newhook, je veux dire, même si oui, c'est seulement 2 matchs de plus que Kirby Dach, 17, c'était concluant. Le gars se dirigeait vers une belle saison. Je pense que même chose que Kirby Dach, là, avec l'émergence de Kapanen, l'arrivée de Philippe Danault et tout ça, ça va être un ailier gauche maintenant, Alex Newhook, un ailier gauche qui peut prendre des mises en jeu au besoin. Il se dirigeait vers une 50aine de points, une 20aine de buts. Encore une fois, une blessure dans son cas, une blessure plate. Il est rentré lourdement dans la bande. Écoutez, on va le mettre quelque part ici. Là. Je ne peux pas vraiment le mettre devant Josh Anderson. Il mériterait peut-être un C, mais dans son cas, l'échantillon a été assez convaincant. Il a rendu d'assez fiers services pendant le temps qu'il était là, je pense, pour justifier un B-. Mais peut-être que ça aurait pu être un C aussi en raison de la blessure. Je ne sais pas trop si je suis en train de me contredire ici. Je trouve pas. Écoutez, Joshua Roy, c'est plate, là, mais Joshua Roy, son avenir n'est pas à Montréal. Il a été devancé par à peu près tout le monde dans la hiérarchie. 2, 3 matchs qu'il est venu jouer. 3, absolument rien montré. L'avenir de Joshua Roy est ailleurs qu'à Montréal. Ça, c'est sûr et certain. Juraj Slafkovský ne s'est pas encore invité dans la catégorie MVP, mais s'il continue comme il le fait, peut-être qu'on va en parler à la fin de l'année. Il est au-dessus du point par match depuis presque un quart de saison. La chimie qu'il a avec Ivan Demidov est absolument sensationnelle. Ce qu'on voit présentement, c'est ce que le Canadien espérait lorsqu'on l'a repêché premier au total. Est-ce que c'est ça, Juraj Slafkovský? Si oui, le Canadien va être bon extrêmement longtemps. Et je pense que peut-être que dès l'an prochain, on va parler de Demidov et lui comme si c'est pas le premier duo en attaque du Canadien, presque à égalité avec Suzuki Caulfield. C'est incroyable ce que l'émergence de ce duo-là apporte aux Canadiens de plus. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi le Canadien va faire les séries. Juraj Slafkovský est maintenant sensationnel en protection de rondelles. Encore un peu trop de revirements. Ce serait peut-être le seul
défaut que je trouverais à Slavzella version 2.0 en ce moment. Et la seule raison pour que je le mets peut-être derrière Demidov, c'est que je trouve que Demidov, sur l'entièreté de la chose, ça a peut-être été un petit peu mieux, surtout par rapport aux attentes envers lui en tant que recrue. Ben, Nick Suzuki, évidemment, va être candidat au titre de MVP. Et Joe Veleno! Mon mal-aimé, diront certaines mauvaises langues qui sont pas capables d'accepter qu'on peut faire des blagues sur certains joueurs du Canadien de Montréal ou simplement avouer que ben, Veleno, il est là. Veleno, il est là. Et je vais être honnête, là, blague à part. Joseph Veleno fait le travail. Il fait le travail d'un quatrième centre, sans plus, rien de moins. Absolument aucun apport offensif de la part de Joseph Veleno. Rend parfois de fiers services en désavantage numérique en fin de match. Je pense que quand Jake Evans va être dans la formation, non seulement on va moins voir ça maintenant avec l'arrivée de Dano, mais même que lorsqu'il y aura plusieurs retours de blessés, encore une fois, si on se rend là, Veleno va devenir 13e, 14e attaquant du Canadien, se battre pour un poste avec Samuel Blais. Je pense que Alexandre Texier est beaucoup plus utile aux Canadiens que Joseph Veleno. Mais il fait le travail. Il remplit un chandail. Il fait littéralement le travail. Je dois lui donner aussi qu'il est bien meilleur au cercle des mises en jeu que ce que je me serais attendu de lui en début de saison. Donc, il fait le travail sans plus, Joseph Veleno. Donc, nos 3 candidats au titre de joueur le plus utile, Cole Caulfield, Lane Hutson et Nick Suzuki. Dans le cas de Cole Caulfield, oui, il y a un peu moins de points que les deux autres et même que maintenant, Lane Hutson l'a devancé. C'est quand même ton premier buteur, même si Slav commence à le rattraper. Et c'est surtout les gros buts qu'il marque. Il est aussi maintenant bien meilleur sur 200 pieds, Cole Caulfield. Il est un bon passeur. Malgré tout son clutchness depuis le début de la saison, pour moi, Cole Caulfield n'est pas le MVP, mais il est premier ou deuxième là, dans la catégorie DA. Lane Hutson ou Nick Suzuki? Je pense que Nick Suzuki est le joueur que s'il tombait au combat, serait la plus grosse perte pour le Canadien de Montréal en raison de ce que tu n'as pas. Si Lane Hutson devait tomber au combat, Noah Dobson, Mike Madison, même un retour de Caden Goulet, Alexandre Carrier, t'es mieux nanti en défense pour absorber la perte de Lane Hutson. Il y a personne d'autre chez le Canadien qui peut t'apporter ce que Hutson t'amène, même pas Noah Dobson. La bougie d'allumage qu'il est, le game changer qu'il est, c'est vrai. Mais ça reste que pour ce que t'as pas, une blessure à Nick Suzuki ferait plus mal que Lane Hutson. Ceci étant dit, je trouve que trop souvent, lorsqu'il est question de joueur le plus utile, de MVP, on réduit trop ce débat-là strictement à ça. Et pour cette raison, je pense que le MVP du Canadien de Montréal, jusqu'ici, à ma propre très grande surprise, c'est pas Nick Suzuki, c'est Lane Hutson. Même si je pense qu'une blessure à Suzuki ferait plus mal, dans ce qu'ils apportent tous les deux sur la patinoire jusqu'ici cette année, le plus gros game changer, le plus gros catalyseur, le gars qui est le moteur du Canadien dans cette première moitié de saison, c'est Lane Hutson. Je pense qu'il est en train de mettre dans la pipe de n'importe qui que l'argument que c'est pas un gars bon en défense, qu'il doit absolument produire énormément pour compenser ce qu'il n'a pas du point de vue défensif, ben c'est complètement faux. Regardez Zane Parekh, mettons, là, avec Équipe Canada Junior. Pour moi, Zane Parekh, même au sein d'Équipe Canada Junior, c'était ça. Le gars a beau avoir récolté incroyable quantité de points, d'où Jésus que des fois, ça fait mal. Et Lane Hutson, je ne suis pas en train de dire qu'il fait jamais mal. Des fois, Lane Hutson, c'est un défenseur offensif pareil. Il va essayer des choses qui vont créer des revirements et quoi que ce soit, mais c'est largement exagéré. Lane Hutson est un bon défenseur, il est combatif, il est capable des fois de faire des jeux, même s'il est petit, de lever des bâtons, de couper des lignes de passe. On l'a vu récemment sur le gros Jamie Benn qui ne s'attendait pas à ça, du petit écureuil, bang, bang, boum, va créer une occasion de marquer à l'autre bout de la patinoire. Et pour moi, c'est extrêmement serré, mais pour l'ensemble de l'œuvre, Lane Hutson est le joueur le plus utile du Canadien de Montréal jusqu'ici à la mi-saison. Nick Suzuki est absolument pas loin derrière et c'est pas du tout un désaveu envers Nick Suzuki. L'an dernier, pour moi, il était encore le joueur le plus utile du Canadien et peut-être qu'en deuxième moitié de saison, il va se lever comme il a fait l'an dernier, terminer avec entre 95 et 100 points.
et vraiment être le joueur le plus utile du Canadien. C'est extrêmement serré entre les deux, mais à la mi-chemin dans la saison, pour moi, Lane Hutson est le joueur le plus utile du Canadien jusqu'ici. Évidemment, avec une bonne première moitié de saison, il y a beaucoup de joueurs qui sont dans le A, qui sont dans le MVP, et également beaucoup qui sont dans la catégorie B. C'est normal, le Canadien va extrêmement bien. Ensuite de ça, quelques-uns dans le C. Et quand on regarde les D, à part Monty, Struble et Galley, c'est des gars soit blessés ou Joshua Roy, qui n'est pas un joueur du Canadien de Montréal, qui est simplement un gars, malheureusement, qui a perdu sa place. Voici donc mon classement des joueurs du Canadien. Laissez-moi savoir les vôtres. Êtes-vous d'accord avec le choix de Lane Hutson comme joueur le plus utile de l'équipe? Est-ce que vous auriez été avec Nick Suzuki? Est-ce que vous auriez été avec Cole Caulfield? Il y en a peut-être même qui vont dire Mike Madison. Envers qui j'ai été trop sévère? Envers qui j'ai été trop clément? Laissez-moi savoir en commentaire. Tu veux écouter l'épisode avec les prédictions audacieuses des membres de la chaîne et la mienne? C'est juste ici. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!